You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Alors, imaginez un instant, un petit collectif de citoyens en Belgique qui décide de s'attaquer à un gros morceau, décortiquer les mécanismes du pouvoir. Et pour ça, leur arme, ce sont des technologies open source. Ils s'attaquent à tout, de la structure de l'État à notre identité numérique. C'est une étude de cas vraiment fascinante sur la manière dont on peut se réapproprier le savoir et on va plonger dedans ensemble. Cette phrase, c'est un peu leur devise. Elle résume parfaitement leur mission. Il s'agit de créer un espace pour explorer, bien sûr, pour comprendre, mais surtout, et c'est le mot-clé, pour agir. L'idée, ce n'est pas juste d'être spectateur, mais de donner à chacun les outils pour passer à l'action de manière éclairée. Leur philosophie, c'est ça, la déconstruction permanente. Pour eux, il n'y a pas de vérité gravée dans le marbre. Ils sont dans une sorte d'enquête critique constante sur les systèmes qui nous entourent. On pourrait vraiment les voir comme des sortes de sentinelles du numérique, toujours là pour questionner, pour gratter un peu le vernis des discours officiels. On commence donc par cette première partie. Qui sont ces sentinelles citoyennes ? Derrière tout ce travail, il y a un nom, le Collectif citoyen pour la participation libre et consciente, ou plus simplement, le CCPLC. Ce qui est super intéressant avec le CCPLC, c'est sa structure. C'est ouvert, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde peut venir apporter sa pierre à l'édifice. Leur but, c'est de renforcer le pouvoir des citoyens en rendant l'info accessible, facile à comprendre et surtout réutilisable pour n'importe qui. Deuxième partie. Pour bien saisir leur démarche, il faut regarder leur principal sujet d'étude, l'État belge. Un État connu pour être un sacré casse-tête institutionnel. Et pour le démonter, ils utilisent des concepts bien précis. Premier concept clé, la pilarisation. Le mot est un peu technique, mais l'idée est assez simple. Il faut s'imaginer une société où, de la naissance à la mort, tout est organisé selon des familles idéologiques. On va à l'école catholique, on est au syndicat socialiste, à la mutuelle libérale. Ce système a longtemps structuré la société, mais il l'a aussi profondément segmentée. Deuxième concept, la particratie. Là, on touche au cœur du pouvoir politique. L'idée, c'est que le vrai pouvoir n'est pas tant au Parlement qu'entre les mains des présidents de partis. D'après le collectif, ça crée un vrai déficit démocratique parce que les décisions les plus importantes se prennent en coulisses, loin du regard des citoyens. Et là, il y a quelque chose d'assez remarquable dans leur démarche, c'est leur rigueur. Ils vont jusqu'à publier leur propre critique de leur travail. Ils reconnaissent qu'il leur manque des données, qu'ils doivent diversifier leurs sources. Cette transparence, elle est radicale. Et c'est ça qui renforce non seulement leur crédibilité, mais aussi la confiance qu'on peut avoir dans leur travail. Allez, on passe à la troisième partie, le paradoxe de l'identité numérique. On change de sujet pour aborder leur deuxième grand chantier. Et là, ça nous concerne tous, l'arrivée de l'identité numérique européenne. Un sujet qui est présenté ici comme un véritable paradoxe. Alors, si on écoute la Commission européenne, la promesse est belle. Ce futur portefeuille numérique va nous simplifier la vie, nous donner un contrôle total sur nos données, renforcer notre sécurité. Bref, sur le papier, c'est l'outil idéal, pratique et sûr. Mais voilà, le collectif, lui, il vient poser la question qui fâche. Est-ce que cet outil est vraiment un instrument d'émancipation qui va nous libérer, ou est-ce qu'il ne risque pas de devenir, au contraire, un outil d'assignation qui nous enfermerait dans une identité numérique permanente et totalement traçable ? Le face-à-face est assez saisissant. D'un côté, on a la promesse du contrôle, de la simplicité, et de l'autre, la crainte d'une surveillance généralisée, d'un contrôle administratif qui s'étend. Le collectif met vraiment en lumière le double visage de cette technologie. Oui, il y a un potentiel d'émancipation, mais il y a aussi un vrai risque d'exclusion et de surveillance. Quatrième partie, un arsenal open source. La question qu'on peut se poser, c'est comment un si petit collectif arrive à produire des analyses aussi poussées ? Eh bien, une grande partie de la réponse se trouve dans les outils qu'ils utilisent. Ici, le choix des outils, ce n'est pas anodin. C'est carrément une déclaration politique. Pas de plateforme propriétaire qui aspire nos données. Non, ils choisissent des technologies ouvertes, transparentes et gratuites comme Jekyll et GitHub Page. C'est une vraie philosophie de souveraineté numérique. Ils maîtrisent leurs outils pour garantir leur indépendance. Et leur action, elle est loin d'être improvisée. Ils ont un plan stratégique très clair en 6 étapes. D'abord, observer. Ensuite, documenter. Puis, outiller, former, connecter. Et enfin, évaluer. C'est une véritable chaîne de production de savoir citoyen conçue pour transformer de l'information brute en une ressource prête à l'emploi. Et on arrive à la 5e et dernière partie, le pouvoir d'agir. Parce qu'au fond, tout ce travail de déconstruction, de documentation, à quoi il sert ? L'objectif final est en fait très simple, donner aux citoyens les moyens de passer à l'action. Pour y arriver, le collectif s'appuie sur un modèle, le modèle DIKW.
L'idée, c'est de nous faire grimper une échelle. On part des données brutes, qui sont souvent complexes, voire écrasantes. On les transforme en informations en leur donnant du contexte. Puis cette information devient un savoir quand on la comprend. Et au sommet, il y a la sagesse. C'est quand on est capable d'appliquer ce savoir pour agir de manière efficace. Prenons un exemple très concret qu'ils utilisent, ce chiffre. En le mettant en avant, ils changent complètement la perspective du débat sur le climat. La responsabilité n'est plus seulement une question de geste individuel, elle est avant tout systémique. C'est une façon de clarifier les choses et de pointer du doigt les vrais leviers de changement. Donc, en somme, tout cet écosystème Wayfur, il a un but, cultiver ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Il ne s'agit pas juste de mieux comprendre le monde, mais de donner à chacun et chacune les outils concrets pour le transformer, pour participer pleinement à la vie démocratique. Et on va finir sur cette question, tirée de leur analyse, une question assez provocatrice et qui fait réfléchir. Elle nous rappelle une vérité simple. Les problèmes qu'on ne règle pas aujourd'hui ne disparaissent pas par magie. Ils nous attendent au tournant. Cette question rend l'étude de ce cas belge à la fois urgente et universelle. Elle nous interroge tous. Quels sont les défis que nous choisissons collectivement d'ignorer aujourd'hui ? Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un document qui a vraiment piqué ma curiosité. Imaginez un pays au début des années 80. La presse internationale lui donne un surnom, pas très flatteur. Ah oui, le malade belge. Exactement. L'économie est complètement à l'arrêt, la dette publique explose, le tissu social, il se déchire. Et cette image d'un pays au bord de la rupture, c'est notre point de départ. Parce que les documents qu'on a analysés suggèrent que les fractures de cette époque, elles permettent de comprendre beaucoup de tensions actuelles. Tout à fait. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que les sources nous proposent un parcours en 3 temps. D'accord. On va d'abord plonger dans les rouages de la machine politique belge, une mécanique d'une complexité presque légendaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, on verra la réaction, une initiative citoyenne hyper intéressante qui essaye de démonter cette mécanique avec des outils numériques ouverts. Et pour finir, Et enfin, on regardera vers l'avenir avec ce nouvel outil qui arrive à grands pas, le portefeuille d'identité numérique européen. le fameux portefeuille. Et là, le débat est total. Est-ce que c'est une promesse de simplification ou une vraie menace pour nos libertés ? D'accord, donc l'enjeu, si je comprends bien, c'est de voir comment, aujourd'hui, avec les outils numériques, des gens tentent de s'y retrouver, de contester des structures de pouvoir qui ont l'air totalement opaques. C'est ça. Et de voir si les nouvelles technologies qui arrivent ne vont pas rendre les choses encore plus compliquées. C'est exactement ça. En fait, le fil rouge de toutes ces sources, c'est une tension permanente. Entre quoi et quoi ? Entre, d'un côté, des systèmes conçus pour la stabilité, mais qui sont devenus illisibles, Opaque ? et de l'autre, une quête de citoyens pour plus de transparence, pour retrouver un certain pouvoir d'agir. C'est un cas d'école passionnant sur l'état de la démocratie. Alors, pour bien comprendre, les sources nous invitent à remonter le temps. Direction la Belgique, du début des années 80. Une période charnière. Les documents parlent d'un véritable dossier noir. Entre 80 et 84, le PIB stagne, le déficit public grimpe à plus de 10%, et le chômage, il double presque. On passe de 6% à 13%. C'est énorme. C'est une crise d'une violence inouïe. La désindustrialisation frappe de plein fouet des secteurs historiques, la sidérurgie, le textile. Et la réponse politique ? C'est un plan d'austérité très très dur mené par le gouvernement Martens-Goll. Coupe budgétaire, gel des salaires et pour couronner le tout, une instabilité politique totale. 6 gouvernements en 4 ans. 6 gouvernements ? C'est ingouvernable. C'est un tableau vraiment sombre. Mais ce qui m'interpelle, c'est l'idée que cette crise, ce n'est pas la cause des problèmes. Non. C'est plutôt le symptôme. Exactement. Cette crise, elle agit comme un révélateur. Un révélateur de ce qu'on pourrait appeler les 4 piliers du système belge. Alors le premier ? Le premier et le plus fondamental, c'est la pilarisation, ou verzuling en néerlandais. C'est un concept historique, mais ses effets sont encore là. La pilarisation ? Ça veut dire que la société est divisée en grands blocs idéologiques, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Historiquement, la société belge s'est structurée verticalement autour de 3 piliers. Catholique, socialiste et libéral. Voilà. Et chacun avait son propre écosystème. Ses écoles, ses médias, ses syndicats, ses mutuelles. C'était une façon de maintenir la paix civile, mais ça a créé des mondes parallèles qui communiquaient très peu. Et ça existe encore aujourd'hui. J'ai du mal à imaginer des gens vivre dans des bulles pareilles. Alors,
Le système s'est atténué, bien sûr, mais son ADN est toujours là. Les sources donnent un chiffre assez parlant. Ah oui, Les mutuelles, qui sont toujours organisées selon ces familles idéologiques, comptent encore 13 millions d'affiliés. Donc la structure de base n'a pas disparu. d'accord. Deuxième concept, La particratie. Le pouvoir des partis. ce qui veut dire que les chefs de parti ont plus de pouvoir que les députés qu'on élit. C'est précisément ça. Le pouvoir réel, il est hyper concentré dans les mains des présidents de partis. Ce sont eux qui négocient tout. Et ce système est bien verrouillé, j'imagine. Très. Notamment par un financement public énorme. Environ 75 millions d'euros par an, d'après les sources. La conséquence de ça? Une méfiance gigantesque des citoyens. À peine 29% d'entre eux disent avoir confiance dans les partis. Et le troisième pilier, c'est le fameux compromis à la belge. Mais attendez, le compromis, c'est la base de la démocratie, non? C'est une excellente question. Bien sûr que le compromis est nécessaire. Mais les sources soulignent que, quand ça devient la méthode systématique, ça a des effets pervers. C'est-à-dire? Ça pousse à l'inertie. La moindre décision doit satisfaire tout le monde, ça empêche les visions à long terme et surtout, ça crée une opacité totale. Personne ne sait plus qui a décidé quoi. L'exemple de la crise du Covid est frappant. 9 ministres de la Santé. 9. C'est fou. 9 ministres pour gérer une seule pandémie. On a l'impression d'appeler une administration pour un problème simple et d'être baladé de service en service. Mais à l'échelle d'un pays. Exactement. Ça doit être un vrai casse-tête. Et c'est ça, le quatrième pilier. Cette complexité est devenue le système lui-même, un millefeuille institutionnel. Fédéral, région, communauté. Qui fait quoi? C'est incompréhensible. On dirait une machine conçue pour que personne ne puisse jamais la comprendre. Le but était peut-être d'éviter les conflits, mais le résultat, c'est une opacité totale. Et un sentiment d'impuissance. Alors, que faire? C'est là, j'imagine, qu'intervient la réponse citoyenne? Oui, face à ce sentiment, un collectif s'est monté, le collectif citoyen pour la participation libre et consciente, le CCPLC. Avec leur projet, le site wifi.e. Exactement. Ce qui m'a frappé, c'est leur philosophie. C'est complètement un contre-courant, de la low-tech assumée. Pas de grosse plateforme, pas d'appli. Des outils simples, gratuits, Jekyll, GitHub Pages. Zéro pub, zéro traçage. Tout en open source. Et même leur choix de licence, la CC-BNC, la licence Creative Commons non commerciale, c'est un acte militant. Pour éviter la récupération capitaliste du travail citoyen, C'est leur terme, oui. Le message, c'est « Prenez notre travail, copiez-le, partagez-le, mais pas pour faire de l'argent avec. c'est une démarche impressionnante. Mais est-ce qu'on a une idée de leur impact réel? Est-ce que ça touche un public large? » C'est la question clé. Eux-mêmes ne se voient pas comme un média de masse. Leur stratégie, c'est plutôt de créer des ressources pour d'autres. Des activistes, des journalistes, Leur méthode, c'est de transformer l'info brute en... Comment ils appellent ça? des contenus réutilisables. C'est-à-dire... Par exemple, des fiches de synthèse très claires au format Markdown ou des données en CSV. L'idée, c'est que n'importe qui peut prendre ces briques d'infos et les utiliser pour son propre site, son propre tract. Ils ne veulent pas être une source finale, mais un point de départ. Voilà, ils parlent d'une déconstruction permanente des discours institutionnels. En s'appuyant sur ce modèle, le DIKW. Oui, données, informations, connaissances et wisdom, la sagesse. L'idée, ce n'est pas juste de balancer des chiffres bruts, Non, c'est de les mettre en contexte. c'est d'accompagner un processus. On part de la donnée brute, on l'organise pour en faire de l'information, on la contextualise pour créer de la connaissance, et l'étape ultime, la sagesse, c'est de savoir comment agir avec. C'est très ambitieux. Et ça ne s'applique pas qu'à la Belgique, j'ai vu. Les sources donnent des exemples assez frappants. Oui, leur grille de lecture est globale. Ils analysent des structures de pouvoir qui dépassent largement la Belgique. Par exemple, ce dossier sur la guerre économique. Oui, où ils relient l'exode des 7 millions de Vénézuéliens aux sanctions économiques internationales. Ils essaient de montrer les chaînes de causalité. Il y a aussi ce chiffre choc sur le climat, Oui, 100 entreprises du secteur des énergies fossiles. responsable de 71% des émissions industrielles depuis 1988. Voilà. En mettant ça en avant, ils déplacent le débat. On passe de « que puis-je faire, moi ?» à « quelles sont les responsabilités des grandes structures ?» Et leur but ultime, c'est d'être reconnus officiellement, c'est ça? C'est à leur objectif, pour 2026, obtenir une reconnaissance dans le cadre de l'éducation permanente. Ce serait une façon de pérenniser leur action. En fait, on assiste à une tentative de reconquête de la souveraineté intellectuelle. Ils utilisent des outils numériques simples, ouverts. Pour lutter contre une complexité politique ancienne.
Mais l'ironie, c'est que la bataille se déplace sur un nouveau terrain, parce que les grandes institutions, elles, construisent des outils numériques d'une puissance inédite. Et on arrive au fameux portefeuille d'identité numérique européen, l'EDI Wallet. C'est ça. Quand on lit la présentation de la Commission, ça a l'air formidable. Un accès hyper simplifié à tous les services, partout en Europe, depuis son smartphone. La promesse est très alléchante, oui. On nous dit qu'on reprendra le contrôle total de nos données, on ne partagera que le strict nécessaire. Comme pour prouver son âge, sans donner sa date de naissance. Exactement. Le portefeuille dira juste « oui, cette personne a plus de 18 ans ». Le tout avec une sécurité maximale. Et les projets pilotes testent des choses très concrètes. Ouvrir un compte en banque, avoir son permis de conduire sur son mobile, signer un contrat. Ça a l'air d'une révolution qui va nous simplifier la vie. C'est là que le regard critique, celui qu'on retrouve dans les sources comme wifi.eu, est essentiel. Pour eux, le concept clé, c'est que cet outil n'est pas un instrument d'émancipation. Mais c'est un instrument d'assignation. alors là, je suis un peu perdu. Ils disent assignation, mais l'Europe promet le contrôle total. Comment les deux peuvent être vrais? Où est le piège? Le piège, selon cette analyse, il est dans l'architecture du système. Avoir le contrôle, ça veut dire qu'on pourra cliquer sur oui ou non. D'accord. Mais le fait même d'utiliser ce portefeuille pour chaque interaction, se connecter, prendre les transports, laissera une trace numérique. Le système est conçu pour enregistrer qui a accédé à quoi, quand et où. L'assignation, c'est donc? C'est l'idée qu'on nous enferme dans une identité numérique unique et traçable qui devient la porte d'entrée obligatoire à la société. En gros, on nous donne les clés de notre cellule, mais ça reste une cellule. Et les craintes évoquées dans les sources vont assez loin, ça flirte avec la dystopie. Oui, les risques listés sont sérieux. La surveillance de masse, bien sûr, mais aussi le contrôle de l'information. Et surtout, le risque de décisions administratives automatisées prises par des algos sans recours humain. C'est-à-dire que si tout dépend de ce portefeuille, un bug, Une décision arbitraire, et ça pourrait être une sorte de mort sociale. Une exclusion numérique. on est donc face à un paradoxe total. D'un côté, une promesse de vie plus simple, avec plus de pouvoir pour le citoyen. Et de l'autre, La crainte d'un outil de contrôle social d'une efficacité redoutable. absolument. Et c'est là que la boucle se referme. Attendez, si je résume. D'un côté, on a des citoyens qui utilisent des outils numériques simples et ouverts pour combattre une complexité politique héritée du passé. Oui. Et en même temps, les institutions déploient un outil numérique ultra puissant, centralisé, qui risque de créer une nouvelle forme d'opacité peut-être encore plus profonde. C'est ça l'idée? C'est exactement ça, vous mettez le doigt dessus. La bataille pour la transparence et l'autonomie ne s'arrête jamais. Elle change de terrain. On passe d'une complexité administrative visible, Même si elle est labyrinthique, à une lutte contre une complexité algorithmique, architecturale, qui est, par nature, invisible pour la plupart d'entre nous. et même si on a beaucoup parlé du cas belge, on sent bien que les enjeux, là, ils sont universels. Ce n'est pas juste l'histoire d'un petit pays. Non, c'est un aperçu des défis démocratiques qui nous attendent tous à l'ère du tout numérique. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une réflexion à laisser mûrir. Ce portefeuille numérique nous promet le contrôle de nos données. Mais quand l'architecture même de l'outil, ses règles, ses limites, sont décidées par des États, des institutions, que signifie réellement avoir le contrôle? Sommes-nous les utilisateurs souverains de notre identité ou simplement les administrateurs autorisés d'un profil qui, au fond, ne nous appartient jamais vraiment? La théorie de la grammaire universelle postule une structure innée du langage. Ceci explique l'acquisition rapide et la créativité linguistique. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Arise, ye prisoners of starvation! Arise, ye wretched of